Bonsoir et merci de nous recevoir en direct du plateau de la télévision Labari pour cette émission Contour. Contour qui s'intéresse ce soir à la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. La COLDEF, qui vous vous rappelez, il y a quelques jours a annoncé avoir recouvré quelques 15 milliards de francs en CFA. Dans la foulée, la COLDEF a aussi exprimé un vœu qui est de récupérer les dossiers entre les mains de la justice. Une chose qui a suscité l'ire du SAMAN, c'est le syndicat autonome des magistrats du Niger qui ne l'entend pas de cette oreille et qui est monté sur ses grands chevaux. Alors, ce soir, nous allons parler de la COLDEF, donc de cette annonce de la COLDEF, sous le thème suivant. La COLDEF annonce 15 milliards francs CFA recouvrés. Faut-il s'en réjouir? Et dans la deuxième étape de cette émission, nous parlerons justement de la réaction du SAMAN et ce qu'en pensent nos invités. Invités parmi lesquels nous avons Nassirou Bodo, qui est connu dans cette émission. Monsieur Nassirou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes juriste, vous êtes acteur politique également, j'allais dire jeune acteur politique. Merci de votre disponibilité pour l'émission Contour. Et juste sur ma gauche, nous avons un autre invité bien connu dans l'émission Contour. Il s'agit de M. Issoufou Tamboura. M. Tamboura, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas à présenter, mais je vais quand même tenter de vous présenter. Vous êtes acteur politique, très impliqué dans les questions qui touchent l'intérêt général. Merci de votre disponibilité à chaque fois que de besoin pour partager vos analyses et informations avec les Nigériens. Et enfin, juste à côté de M. Tamboura, nous avons M. Abdrahman Idé. Lui, il est secrétaire général du mouvement M62. M. Abdrahman, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci également de partager vos moments avec nous. Alors, M. Nassirou, la COLDEF dit avoir réuni 15 milliards. Faut-il s'en réjouir quand on sait que c'est en 3 mois quand même, un trimestre, donc c'est le bilan d'un trimestre qui a été annoncé ainsi? Qu'en pensez-vous? Bon, s'il faut se réjouir ou pas, moi je ne veux pas me réjouir, mais je vais quand même féliciter parce que c'est un travail, il faut toujours respecter le travail des gens. Ils ont fait l'effort peut-être de mobiliser ça conformément à leur cahier des charges. Mais maintenant, moi, je ne peux pas m'en réjouir parce que moi, je fais partie de ceux qui avaient déjà défendu la thèse selon laquelle il ne fallait pas passer par des commissions. Ça, c'est un vieux débat, M. Nassirou. Oui, je vais raisonner pour maintenant, la question oui. Peut-être, c'est de savoir, est-ce que la COLDEF peut faire mieux? Bon, elle peut faire mieux et elle doit faire mieux. Parce que moi, quand j'ai dit ça, c'est pour répondre à votre question, moi, je ne peux pas me réjouir. Parce que là, il s'agit de prendre notre argent public volé des mains de ces voleurs. Et est-ce que je dois me réjouir qu'un voleur ait remboursé ce qu'il m'a volé? Moi, je ne me réjouis pas. Qu'il mobilise 100, 200, 300 milliards. Si c'est l'argent volé, je n'ai pas à me réjouir qu'on ait pu dépouiller le voleur de ce dont il m'a dépouillé lui. Donc vous voyez, c'est pourquoi moi j'ai dit je ne me réjouis pas. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il faut respecter le travail des gens parce que c'est un travail quand même qu'ils ont pu faire et qui est en train d'être salué. Et nous les saluons à juste titre. Mais par rapport à la jouissance, en tout cas moi je ne peux pas me réjouir comme je l'ai dit et pour la simple et bonne raison que c'est de l'argent public qui est en train d'être repris, mais malheureusement, sans que les gens qui ont volé ne puissent payer. Quand je dis pénalement, parce que il s'agit des questions de détournement. Soient emprisonnés. Oui, bon, pas emprisonnés forcément, mais qu'ils soient traduits devant la justice, parce que c'est très important. Vous savez, souvent, tous les scandales là ont été quand même annoncés par voie de presse. Souvent, c'est nos vaillants journalistes d'investigation qui sortent souvent certains dossiers. Mais les journalistes, son travail s'arrête là. Après que le journaliste ait mis la lumière sur des scandales, maintenant c'est à la justice de faire son travail. Parce que quand je parle de justice là, au moins ceux qui auraient été présumés coupables, ils restent innocents jusqu'à ce qu'ils soient traduits devant la justice et que les juges aient établi effectivement la culpabilité. Et là, on est en présence des voleurs et qui doivent être traités comme tels.
Mais là, nous sommes dans les arrangements. Nous sommes dans la négociation avec les voleurs de nos propres biens. Et moi, je ne vois pas de quoi on doit se réjouir. Mais est-ce que selon vous, c'est un bon début pour la COLDEF? Bon, un bon début pour la COLDEF par rapport à son mobilisation. Oui, par rapport à son cahier de charges, certainement que c'est à s'allier. C'est clair. Mais maintenant, nous avons nos propres opinions et nos propres attentes. Et comme je vous l'ai dit, moi, mes propres attentes, et je sais que c'est la plupart de nos citoyens ont ces attentes-là, mes propres attentes ont été contournées. C'est clair. Mais maintenant, on va souhaiter bon vent et bon courage à la COLDEF pour le travail qu'elle est en train d'effectuer. D'accord. Monsieur Tamboura, je vous retourne la même question. 15 milliards de francs CFA mobilisés en un trimestre, c'est quand même beaucoup. Oui. Monsieur Hierro, c'est votre avis, mais je pense que pour apprécier donc la valeur, il faut le comparer à un objectif. Si on t'a volé 1000 francs et que tu récupères les premiers mois 500, ça veut dire que bon, ça peut aller. Mais si on te vole 1000 francs et que 3 mois après, tu n'as pu avoir que 3 francs, donc ça veut dire que tu risques de ne pas atteindre tes objectifs. Donc voilà pourquoi on peut dimensionner qu'est-ce qu'on nous a volé. Nous avons dit qu'on nous a volé 5200 milliards. Ça, c'est la dette annoncée officiellement par le Premier ministre. Mais justement, c'est cette dette-là qui n'a servi pratiquement à rien. Qu'est-ce qu'il y a eu quoi? La dette, ce n'est pas pour payer les salaires. La dette, c'est pour faire des infrastructures économiques, sociales et industrielles. Pratiquement rien n'a été fait. Beaucoup de routes ont été construites quand même. Écoutez, il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Moi, je suis principalement un gars de ce domaine. Justement. Je sais que les attentes n'ont pas été... les attentes des populations n'ont pas été satisfaites sur ce plan-là. Parce que quand tu circules au Niger, il y a beaucoup de routes en mauvais état. Voilà. Et des routes très importantes. Donc, vraiment, en matière de route, vraiment... D'accord, c'était juste un exemple. Mais je donne encore des infrastructures. Donc, les barrages, voilà. Le chemin de fer, ceci, cela. Donc, vraiment, en matière d'infrastructure, en matière d'investissement, pratiquement rien n'a été fait. Je le dis, pendant 10 ans. Parce que la première, pendant 12 ou 13 ans, parce que la première année, ils avaient trouvé, il y avait des moyens. Ce n'est pas comme avant. Il y avait les moyens puisque le pétrole était sorti. Et les capacités d'endettement du Niger se sont agrandies. Et donc, on pouvait faire beaucoup de choses. Voilà le courant aujourd'hui. Nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait dépassées. Mais malheureusement, cet argent a été pillé dans des surfacturations, des fausses facturations et des vols directs d'ailleurs. Voilà, ça c'est clair. Ça fait combien d'années que nous sommes en train de dénoncer cela? Donc alors, laissez-nous dire que la dette a été pillée. Et surtout que vous saviez bien cette affaire d'Exim Bank, par exemple. Voilà, donc, nous pouvons dire que nous avons 5200 milliards qui nous ont été volés et que 5200 milliards, en 3 mois, on a eu 15 milliards. Et les 15 milliards là, c'est quoi même? Parce que la délinquance... Monsieur Tamboura, on va se comprendre. Mais écoutez, on va bien se comprendre. Tu me laisses terminer. Là, 15 milliards, c'est quoi? La COLDEF ne s'intéresse pas à la dette
public du Niger. Non. Ce qui intéresse la COLDEF, ce sont les rapports d'inspection et les enquêtes qui ont été menées et qui révèlent des surfacturations et des marchandises achetées, non livrées, payées. Voilà. Donc il faut qu'on reste dans cette mission de la COLDEF en évitant d'extrapoler. J'ai été inspecteur d'État, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Justement, les 15 milliards, c'est quoi? Parce que il y a le fisc non payé. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas les impôts, peut-être nous tous, sinon c'est une habitude au Niger. Mais surtout les grosses entreprises. La preuve, c'est qu'il y a une cimenterie de Badegishiri là, qui a été fermée. Bon, ça a été ouvert, donc elle a peut-être payé. Bon, moi je pense que si c'est le fisc, bon, vraiment l'effort n'est pas grand. Mais c'est pour ça que nous cherchons qu'on nous dise, oui, on a récupéré 15 milliards, mais de quoi? Mais maintenant, il y a les grands détournements que tout le monde connaît. Mais par exemple, l'affaire MDN, par exemple, l'affaire de l'uranium, par exemple, Exim Bank, des trucs comme ça. Voilà, il y a beaucoup. Pour la première part, c'est des affaires qui sont déjà devant la justice. On va revenir. Mais justement. On va revenir là-dessus. Mais justement, c'est ça. Je l'ai déjà dit. Je souhaite beaucoup me tromper. Je ne vois pas par quelle osmose. Donc, la COLDEF, telle que constituée, peut atteindre des objectifs appréciables. D'accord. Parce qu'elle a été donc créée sur le même modèle, totalement le même modèle que ses prédécesseurs. Merci, on a compris. Voilà. On va revenir avec vous. Alors, M. Abdrahman, qu'en pensez-vous? On peut-on parler de résultats mitigés, satisfaisants ou qui ne répondent pas aux attentes? Moi, je vais essayer de donner mon point de vue par rapport à la question. Mais franchement, je vais rejoindre mes prédécesseurs pour dire que, en mon humble avis, selon mon propre analyse, la COLDEF, certes, a produit un résultat d'un trimestre que nous avons salué, mais au vu de la gravité du vol qui a été opéré dans ce pays, par des gens qui sont là et qui sont dans les affaires actuellement, nous pensons que la COLDEF n'a pas répondu à nos attentes. Parce que si on prend les différents dossiers que les professeurs vont de citer là, ce n'est pas... Parce que déjà, il faut rappeler que le monsieur Kaye, le communiqué, a dit qu'ils ont recouvert 13 milliards. Et les 2 milliards, ce sont des engagements qu'ils ont pris. Et comparativement à ce qui a été volé à ce peuple-là pendant les 13 ans, moi je dis qu'il n'y a rien de quoi on doit s'en réjouir. Mais ce qui a été volé, est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Est-ce qu'on a des éléments concrets qui montrent justement l'ampleur de ce qui a été volé? Mais Héros, les éléments concrets dont vous parlez là, ça même un enfant de 12 ans peut te les montrer. On a vécu avec eux au Niger, nous les connaissons avant qu'ils ne soient aux affaires. Nous avons vu pendant les affaires leur arrogance, leur manière de parler aux gens, la façon dont ils ont gouverné ce pays-là et le vol qu'ils ont perpétré dans l'économie du Niger. Ça là, moi je pense que c'est un péché qu'on ne doit pas régler à travers des arrangements. C'est un péché. Parce que si la COLDEF prend des individus, des voleurs qui ont volé ce pays, ils s'enferment dans des chambres, se font des arrangements et acceptent qu'ils payent, on n'est pas content de cette situation-là. Nous avons voulu, d'ailleurs, c'était un effet d'annonce qu'il est venu dire qu'ils ont couvert 15 milliards. On avait voulu qu'ils tiennent un point de presse où ils vont donner des détails chez qui ils ont recouvert les 15 milliards là. Pourquoi ils ont recouvert les 15 milliards? C'est par rapport à quel dossier? Pour que le peuple nigérien, assoiffé de justice, puisse se dire effectivement que maintenant, en 2024, nous avons une institution qui a été mise en place, qui est en train de rendre service au peuple nigérien. Sinon, on va continuer à dire
avec insistance que la COLDEF ne peut jamais atteindre l'objectif qu'on lui a été fixé. Mais M. Abdraman, quand on prend par exemple la commission de la transition du CSRD de Djibo Salou, en tout et pour tout, si ma mémoire est bonne, cette commission n'a mobilisé sur toute la durée de la transition que 4 milliards. Aujourd'hui, en 3 mois, on est à 15 milliards. Il y a quand même de quoi se satisfaire. Il n'y a pas de quoi se satisfaire parce que 8 milliards, n'est-ce pas? Voilà, Taboura qui me corrige. Donc, la commission a mobilisé 8 milliards. Et or, sur plusieurs mois de transition. Vous savez, or, aujourd'hui, 13 mois. 13 mois de transition. Or, aujourd'hui, en 3 mois, on a 15 milliards. Vous savez qu'est-ce qui fait la différence? Je vais vous le dire directement. Sans tourner autour du pot. Salou Djibo a hérité d'un régime qui est constitué de moins de voleurs. Voilà. De moins de voleurs. De moins de voleurs. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas volé. S'ils volaient en termes de millions, les gens du PNDS volaient en termes de milliards. Donc, les milliards, tout à l'heure, Tamboura disait qu'ils ont pillé 5200 milliards. Tamboura extrapolé. Ça, c'est la bon, dette. C'est ce que nous avons en tête. C'est la dette. C'est la dette qui a été volée. Voilà, c'est la dette publique. Ça a été volé. Comment vous pouvez expliquer expliquer, pendant le régime de Issouf Mohamedou, qu'on retrouve dans les comptes d'une étudiante 1 milliard de francs CFA? Ça aussi, si ce papa n'a pas volé ça. Aussi, non, il faut être clair. Au Niger, vous savez les problèmes qu'on a au Niger, on refuse de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Non, il faut aussi faire la différence entre la rumeur et ce qui a été constaté par les services compétents. Je vous concède si vous dites qu'on n'a pas accès aux conclusions des inspections. On n'a jamais accès aux conclusions. Voilà. Jamais au Niger. Et même souvent des procédures devant la justice. Mais il ne faut pas nous donner des leçons. Non, je ne vous donne pas de leçons, mais on ne peut pas se baser sur les rumeurs pour donner de l'information. Monsieur Taboura, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Continuez, monsieur Abdraman. Vous savez, c'est que de quoi on a besoin dans ce pays-là? On a besoin de plus de liberté d'expression. Sur le plateau-là, il faut nous laisser nous exprimer parce qu'on en a ras-le-bol. Nous avons supporté, nous avons encaissé. On a été meurtris, ils ont volé ce pays, ils ont pillé notre richesse, notre économie, ils nous ont enlevé le peu de dignité qu'on avait. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme le Niger gère du pétrole pendant 10 ans et qu'il ne soit pas capable de vendre le pétrole moins cher à ses concitoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes ressentir ou bien percevoir les bienfaits de ce pétrole-là? Je vais vous dire, ce que les gens du PDS ont volé, moi, les 15 milliards qu'ils ont annoncé là au Niger, ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'ils ont volé. Même les petits, les jeunes du PNS Traya, ce qu'ils ont reçu comme marché public, c'est moins de 200 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé au Niger? Ils n'ont fait qu'étouffer l'économie du Niger. Tout ce que le PNS a été comme industrie au Niger, ils les ont vilipendés, ils les ont vendus moins cher. Tout est fermé. Ils ont renvoyé la jeunesse au chômage et je ne sais pas quoi dire encore. Donc, la COLDEF, nous avons rappelé dans nos débats précédents, on la considère comme une institution plus importante qui doit coller directement à la présidence. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. Si aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont fait un travail de prouesse, nous, on dit qu'ils n'ont rien fait pour le moment. Parce qu'on n'attend pas des arrangements dans des chambres fermées. On veut qu'ils sortent au grand jour pour faire des points de presse, s'adresser au peuple nigérien. Parce qu'ils travaillent pour le peuple nigérien. Ils ne travaillent pas pour Tchani. Il faut qu'ils rendent compte au peuple nigérien. Chez qui ils ont perçu les 15 milliards. C'est à rapport à quel dossier? Pour qu'on soit libéré, notre esprit soit libéré et qu'on sache qu'au Niger, nous avons la COLDEF qui est là pour agacher les biens qui nous ont volés pendant 13 ans. C'est très important. D'accord, merci Abdraman, on va revenir avec vous. Nassir Bodo, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mélange de l'enrichissement illicite au détournement? En tant que juriste, vous pouvez nous faire un peu la différence, hein? Bon, vous savez, moi, là où nous sommes en train de débattre de la COLDEF et de son travail, et pour apprécier, comme je l'ai dit, il faut retourner à l'ordonnance qui crée la COLDEF. C'est tout, pour être même juste et équitable avec la COLDEF elle-même. Parce qu'on ne peut pas demander à un poisson de savoir nager sur des pierres. La COLDEF ne peut faire son travail que dans le cadre qui lui a été dédié. C'est pourquoi nous, on a alerté déjà sur les dangers. Le fait même que ça soit rattaché à la prison, tout ça là pour moi, c'est des problèmes. C'est des problèmes parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, malgré les professions de foi du chef de l'État, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Les interventions là, il y en aura. Parce que même le fait d'appeler quelqu'un dans une chambre fermée, là même, c'est des arrangements qui vont impliquer aussi
des humains, ce n'est pas des extraterrestres. Donc il faut que les gens, c'est pour revenir sur un autre sujet dont on avait débattu, le fait de dire que la justice ne vaut rien et qu'il faut s'en débarrasser, il faut aller avec la COLDEF. Vous savez, oui, c'est extrêmement important. Autant parce qu'on a vu la gouvernance du PNDS, il n'y a pas une seule couche de notre société qui n'a pas été corrompue. Il n'y en a pas. Y compris dans nos institutions les plus traditionnelles, les plus sacrées, si on peut les qualifier comme telles, comme la chefferie traditionnelle, les associations islamiques. Donc, il faut qu'on arrête de blâmer la justice et d'avoir le courage de faire de cette justice-là, non pas la justice institutionnelle, mais comme cause. On va revenir sur la justice. Donc, sur la question du détournement et l'enrichissement illicite et autres, déjà, il faut qu'on se réfère au travail de la COLDEF. La COLDEF a-t-elle été instituée pour constater de l'enrichissement illicite ou pas? C'est ça d'abord la question. Je vous pose la question. Constater, non, dans l'ordonnance, il n'a pas été question de ça. On a dit délinquance financière, mais maintenant, comme on a parlé de délinquance économique, financière et fiscale. Maintenant, pour la question fiscale, on connaît déjà les services compétents pour faire ce travail-là. On n'a même pas, les impôts. Oui, les impôts. Donc, vous voyez, là même, on est dans un contournement très inutile. Et par rapport à la délinquance, en un mot, ça englobe le détournement qui est une infraction, puisqu'on parle de délinquance. Ça englobe aussi l'enrichissement illicite qui est aussi une infraction à la loi pénale. Donc, par rapport à ces questions, la COLDEF ne peut pas vider les dossiers. Parce que la COLDEF n'est pas une institution judiciaire. C'est une institution judiciaire qui est habilitée à gérer les questions d'infraction à la loi pénale. Ce n'est pas une commission. La commission, là, elle va beau traîner les pieds, elle va beau recouvrer, peut-être même de façon injuste, parce que moi j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, ils peuvent se baser sur des rapports qui existent, qui m'incriminent jusqu'à preuve du contraire, qui supposent que je suis délinquant. Je peux ne pas l'être, parce qu'il faut permettre aux gens d'être dans le directoire et dans le contradictoire. C'est très important. Il faut qu'on refuse de céder à l'émotion. Sinon, en voulant rendre justice, on peut commettre des injustices très graves. Mais les gens qui sont interpellés sont écoutés quand même. Et ils sont appelés à fournir leur défense. Non, moi, peut-être qu'ils n'ont pas l'assistance d'avocat. Mais je ne crois pas à ça. Vous savez pourquoi? Le frère vient de le dire. On ne sait même pas dans quelles conditions ou chez qui ces milliards-là ont été recouvrés. Et dans quelles conditions. Et comment. Parce qu'aujourd'hui, on peut m'appeler banalement dans une chambre. Bon, écoute, on t'a cité dans tel marché, tu amènes ci ou bien on te fait ça. C'est carrément de la menace. Et si moi j'ai peur, normalement je vais céder. Oui. Et je cède alors que moi j'ai des preuves à faire valoir pour montrer par A plus B que je ne suis pas un voleur. Parce que je rappelle une chose, il y a aussi des réputations des personnes âgées. Il y a aussi des familles derrière. C'est pourquoi la justice nous met d'accord. Quand c'est la justice qui tranche, il n'y a plus de questions de rancœur, il n'y a plus de questions de règlement des comptes. On ne parlera de rien parce que c'est la justice qui a parlé. Il faut qu'on ait le courage d'aller vers la justice. La COLDEF ne peut pas. Vous vous référez à l'ordonnance qu'il a créée, vous allez voir que la COLDEF en elle-même est limitée et chapeautée par le chef de l'État. C'est sous ses bottes quand même. Donc, que les gens parlent d'intervention ou pas, nous sommes au Niger, mais la place il y aura des interventions. Aussi là, hein, parce que on va revenir, c'est le prochain sous-thème de ce débat. Selon l'ordonnance même, la COLDEF n'est pas habilitée à traiter des questions, des affaires qui sont pendant devant la justice. Oui, mais quand la COLDEF, la même ordonnance dit que quand il y a la transaction, vous pouvez ne pas aller en prison. Alors que la loi pénale là, c'est et des amendes et des peines d'emprisonnement. Pourquoi on veut éviter aux gens qui ont eu le courage de nous voler d'aller en prison? Il faut qu'on arrête de mettre du sentiment. J'ai une question là-dessus. Même ces présumés voleurs là, ce sont nos parents. Nous sommes tous des Nigériens. Mais il faut qu'on sanctionne de sorte à éduquer les gens à ne plus avoir une certaine négligence vis-à-vis des biens publics. D'accord. Voilà. D'accord. On va parler de la justice tout à l'heure. Monsieur Tamboura, je vous ramène la question parce que c'est vous qui avez posé le débat même sur ce plateau. Est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger l'enrichissement illicite qu'on a l'impression de voir avec les anciens dirigeants et les dossiers véritables de détournement où les biens publics ont été dilapidés? Parce que je pose ça parce que dans l'enrichissement illicite, par exemple, des gens ont pu gagner de l'argent sans
passer par les caisses de l'État, peut-être à travers d'autres canaux, d'autres choses que je ne suis pas obligé de citer ici. C'est de ça que j'aimerais parler. On a eu à aborder toutes ces questions. Je veux dire tout simplement, et je crois et que je pense que ça doit être ainsi. Si ça n'a pas été fait ainsi, ça doit être corrigé. Seule la justice a le dernier mot. On ne peut arracher le bien de personne sans que ça ne soit jugé par la justice. Donc si jamais on dit que la COLDEF peut aller prendre l'argent des gens, moi je pense qu'on a un peu violé. Il faut que cela soit entériné par la justice. C'est la justice qui peut condamner, c'est la justice qui peut amender. Maintenant, la COLDEF, moi je crois donc à son travail. Son travail, c'est rapidement faire les instructions, avoir toutes les preuves, n'est-ce pas, et envoyer le dossier à la justice, et la justice tranche. Mais ne croyez pas que ce travail d'instruction-là, c'est une petite affaire, parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup la santé, par exemple. Mais à la santé, les dossiers de la santé ne peuvent être bien instruits que par des experts de la santé. Donc on peut les requérir rapidement, ils décortiquent tout, et puis, donc, les fautes commises, les montants détournés ou dilapidés ressortent. Donc, selon vous, malgré ce premier résultat que la COLDEF a obtenu, il faut réformer la COLDEF. Non, pour moi, dès le départ, là, de venir prendre n'importe qui, on m'a dit, c'est vrai qu'il faut des compétences, parce que les magistrats peuvent être dedans, c'est pour rapidement, en réunion, quand ils vont faire un dossier qui peut être traité rapidement par la justice. Ouais. Mais moi, je pense que ce n'est pas fondamentalement leur rôle de dire il faut payer et puis c'est terminé. Non. Mais dès lors qu'il y a une ordonnance prise par le chef de l'État pour leur donner ses attributions, l'ordonnance, je vous rappelle que la Constitution même a été suspendue par une ordonnance du chef de l'État. Donc, mais le chef de l'État n'a pas le droit. Le chef de l'État n'a pas le droit de faire des choses qui ne sont pas normales. Ouais. C'est pas normal. Et le chef de l'État, il est conseiller. Donc, vous voyez, quand on dit ça part de quand, parce qu'il faut dire ça part de quand, nous avons regardé la gouvernance du Niger depuis 1960. Nous avons vu que de 60 jusqu'à, on peut dire, Ali Cheibou 91, on peut parler de mini-détournement. Mini, c'est mini. De 92, c'est-à-dire la transition, jusqu'à en 2000, donc les détournements ont commencé à grossir. On peut parler de kilo-détournement. Tu comprends? Maintenant, de 2000, c'est-à-dire 5e, 6e République, on peut parler de méga détournement. Les détournements, ça existait, hein? Ça commençait à être costaud. Maintenant, de 2010, c'est-à-dire la transition, jusqu'à ce jour, maintenant c'est des giga détournements. Donc, vraiment, si on veut placer une date de départ, il faut commencer en 2000. Puisque les mégas, ça commence à être costaud. Les autres mini, là, d'abord c'est vieux, vous voyez bien que si vous retournez, les anciens ministres de cette période-là, vous voyez que c'est des gens comme nous, ils ont tout juste une maison. Voilà. Et c'est ancien. Donc, mais à partir de 2000, vraiment,
ça commence à être costaud. D'accord. Donc c'est pourquoi On a il compris. aurait été normal de donner une date de départ à partir de 2000. À partir de 2000, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent dans ce pays. D'accord. Et maintenant, ça s'est accru. Ça s'est accru. D'accord, M. Tamboura. On va aller rapidement. Donc, voilà pourquoi je dis c'est d'abord sectoriel et que si le Niger ne vide pas ça, ce pays, c'est fini. Puisqu'il faut que, et j'ai dit un électrochoc, ça dit qu'il faut qu'on tape fort pour que la nation puisse démarrer dans la gouvernance de ses biens. Maintenant, on a bien si compris. on ne le fait pas, parce que moi, je suis libre de penser que on veut absoudre les gens. Protéger. Parce que une commission, c'est vrai qu'il y a Georges Clemenceau, le président français entre 2010 et 2020, il a dit que si tu veux noyer un problème, crée une commission. Donc, on est libre de D'accord. penser que on veut noyer le problème. On a compris, M. Tamboura. Alors, Abdraman, une conclusion sur ce sujet. On va évoluer avec la déclaration du Saman. Avec la déclaration du Saman... Non, avant d'en arriver là, une conclusion sur la COLDEF, la mobilisation des 15 milliards de la COLDEF, le travail de la COLDEF. Vous savez, nous, on a toujours demandé que la COLDEF soit une institution très bien différente des autres qu'on a connues. Les autres commissions qui ont existé pendant le règne de Soufou de Salou Djibo, c'était des commissions qui étaient mises en place juste pour fomenter, concocter des dossiers et se servir de ces dossiers-là pour menacer ou bien radier des gens à leur cause. C'était l'objectif. Cette fois-ci, le président de la République, le chef d'État Abdraman Tiani a dit, il a juré, il a dit qu'il ne va pas trahir le peuple nigérien. Et les gens de la commission ont tous les mains liées pour sévir et pour remettre le Niger dans leurs droits. Dans la procédure, on a constaté quelques défaillances, ils doivent les corriger. Mais ce qu'ils ont produit comme rapport intercalaire, nous disons que vraiment, on n'est pas satisfait du travail parce que nos attentes sont loin. Ce n'est pas 15 milliards qu'on s'attend qui viennent s'annoncer. Et puis désormais, il ne faudrait pas qu'ils viennent faire des annonces. Il faut qu'ils communiquent avec le peuple. Parce que cette transition-là, sa particularité, c'est quoi? C'est une transition populaire. C'est devenu désormais comment on appelle ça, le peuple s'en est approprié. Et à cause de la transition-là, le peuple est en train de subir beaucoup de sacrifices, de difficultés. Donc ils n'ont pas le droit de trahir les gens. S'ils savent qu'ils ne sont pas là pour travailler, pour rétablir le Niger dans ses droits, pour mettre les voleurs en prison, parce qu'on insiste, on n'est pas là pour qu'on vienne devant des faits accomplis pour dire qu'un tel a volé 1 milliard et qu'il a remboursé, on a fait un arrangement, il est chez lui. Non, on veut que les jeunes générations puissent se servir d'exemple de cette transition-là, pour qu'ils sachent que désormais, quand tu voles un franc de l'État, tu dois aller faire ta prison de 1 franc là. Et tu payes les 1 franc. Et tu payes les 1 franc. Tu payes les 1 franc, tu payes ta prison. Ouais. Sinon, nous allons dire que cette transition-là ne va pas nous servir à grand-chose. Monsieur Abdraman, au regard de tout ce que vous avez tous dit ici, du volume de détournement, si on faisait ça, est-ce qu'on ne risque pas d'envoyer une bonne partie de l'élite nigérienne en prison? Mais bien sûr, ils n'ont qu'à aller en prison. Non, c'est pas l'élite. C'est pas l'élite. C'est lui qui a eu le courage de venir piller dans les ressources de l'État. L'élite n'est pas seulement... Mais si l'élite est Vous savez, Héros, on ne doit pas le qualificatif d'élite. C'est lui qui a eu le courage de venir piller illégalement dans les fonds de l'État. C'est un criminel économique et financier. On doit le traiter comme tel. Pour moi, on doit protéger personne. Celui qui a volé, on le traite de voleur, on le montre à la télé, on le juge, on le fout en prison. C'est ce que nous voulons de Tchadien. S'il sait qu'il ne peut pas faire ce travail-là, on ne va pas le soutenir pendant la transition-là. Nous, on est là, c'est pour qu'il y ait une les magistrats ne vont pas accepter aussi. On soutient le pays. Voilà, le pays est une agression. Et on concède tout, on est résilient, on est affamé, on est pauvre, on accepte parce qu'on veut que cette transition-là soit vraiment un déclic pour le décollage de notre pays. Sur tous les plans. Voilà, je pense que... je vais ajouter un petit truc. Parce que moi, j'ai craint même, parce que le fait qu'il insiste en disant que la COLDEF doit communiquer, ça m'a fait penser à une autre inquiétude. Parce que il ne faut pas aussi, avec on dit commission de lutte contre la délinquance financière, économique, financière et fiscale. Mais est-ce que ce qui a été annoncé
par la Coldef en termes de recouvrement, est-ce que ce n'est même pas peut-être un travail volé des fiscs? C'est ça. Oui, parce que c'est très important. Moi, c'est une question que je me pose. Ça peut être, par exemple, des opérateurs économiques qui ont été sommés de payer ce qu'ils doivent au fisc. Et ça s'arrête là. Et par rapport à ça, je pense que c'est plutôt les services des impôts. Ouais, donc, la Coldef n'a pas travaillé. En tout cas, on n'a pas, Donc, on n'a il on n'a faut pas la craindre aussi. précision. Oui, On n'a pas la précision. Mais je tiens à C'est préciser. pourquoi on doit communiquer. Je tiens à préciser ici que le président de la Coldef lui-même n'a pas fait de bilan en tant que tel. Voilà. C'était au sortir d'une audience avec le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, qu'il a rendu compte à la télévision nationale de ce dont il a parlé avec le chef de l'État. Donc c'était pas vraiment, mais le sujet est si passionnant que les gens s'en sont servis justement. Mais là, M. Abdourahmane, vous venez de poser le vrai débat, je pense, le vrai débat, parce que l'attente populaire est là, les gens veulent des coupables et que ces coupables payent. Or, la présomption d'innocence, la justice aussi a ses fonctions. Non, les gens ne veulent pas de coupables. Les gens veulent qu'il y ait justice. Si, non, les gens veulent de coupables. Non, c'est pas il a dit tout à l'heure. Bon, on va pas faire le débat. Il a dit il faut... Non, mais avoir un coupable, on ne va pas s'y attarder. On ne va pas s'y attarder, Monsieur Bodo. Voici ma question. Le Saman a réagi aux déclarations du président de la Coldef lorsqu'elle disait qu'ils sont en train d'explorer les moyens légaux pour pouvoir prendre les gros dossiers de la justice et puis les traiter. Le Saman a dit non, ça c'est son terrain et vous avez suivi la déclaration. Alors, c'est quoi le problème entre les deux institutions? Bon, vous savez, moi je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. On est dans un cadre étatique, il faut qu'on soit très sérieux. La Coldef, ce n'est qu'un truc transitoire. On ne peut même pas la mettre au même pied d'égalité avec la justice, jusqu'à vouloir entrer dans une guerre de compétences. C'est pourquoi il fallait faire très attention. Moi, j'ai bien voulu que les services douaniers pourchassent ceux qui ont fait des délits dans ces domaines-là, que les services des impôts s'y appliquent dans leur domaine, mais que tous les indélicats qui seront ramassés dans ces inspections et autres soient traduits devant les juges. Et comme cela, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas de conflit de compétences. Mais comment vous pouvez créer une commission qui peut venir challenger dans ses compétences une institution de laquelle nous attendons beaucoup, mais qui n'a pas répondu aux attentes. Qui n'a pas répondu aux attentes du fait des acteurs. Ce n'est pas simplement le fait de la justice. La justice a été victime, comme toutes les autres institutions, de la manipulation, de la corruption, de tout ce que vous voulez. Parce que j'entends dire que non, les magistrats sont corrompus. Allons-y voir ceux qui composent la Coldef. On en avait débattu. Il y a des douaniers dans la Coldef. La douane, dans les statistiques de la corruption, il y a la douane. Dans les statistiques de la corruption, il y a la santé. Il y a tous les secteurs. Il y a tout. D'accord. Il y a tout. Donc si on parle de ce postulat, c'est qu'au Niger, personne ne sera habilité à juger qui que ce soit. D'accord. Donc faisons attention. D'accord. Nous avons mis en place des institutions. On va prendre des exemples les moyens. Monsieur Bodo, on va prendre des exemples concrets. L'affaire MDN4 qui a fait couler beaucoup de salive a fini à la justice. Oui, mais j'arrive. Tout le monde se rappelle du traitement qui a été fait de cette affaire. Et lorsque la société civile a voulu se porter partie civile, c'est la justice qui lui a demandé une caution. Et lorsque la société civile s'est lancée dans la mobilisation de cette caution, le pouvoir politique a intervenu pour empêcher cela. Et la justice s'est assise sur la question jusqu'au coup d'État. Alors, est-ce que ce n'est pas légitime ce manque de confiance à la justice? Or, c'est pas la seule affaire. On a vu la même justice qui s'est auto-saisie dans une affaire de stigmatisation de bébés et qui a connu des procès de toutes sortes. Alors, est-ce que c'est pas quand même un manque de confiance bien mérité? C'est un manque de confiance bien mérité. Mais ça ne supprime pas la justice en tant qu'institution. C'est ça le problème. Parce que vous voulez qu'on construise le Niger de nos rêves avec une commission qui va gérer notre justice? Non, c'est la justice. Il faut maintenant peut-être la critiquer dans son fonctionnement. Mais il faut aussi que les gens aillent regarder les textes pour voir comment fonctionne la justice. C'est là que les gens vont avoir peut-être l'ambition de la vraie justice
le vrai Niger que nous voulons. Parce que c'est quoi le problème? Souvent, tout part du procureur, du parquet, comme on dit. Et le parquet là est subordonné dans son fonctionnement au pouvoir exécutif. Et qui dit pouvoir exécutif parle effectivement des manipulations et tout ce qui s'ensuit. Et tous les procès qui ont été déclenchés, même par rapport aux bébés importés et tout, c'est à partir du bureau du procureur que ça part. Et maintenant, avec peut-être quelques juges acquis à la solde de l'exécutif, qui ont été peut-être manipulés. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut jeter, non, j'ai une question à ce niveau. Est-ce que selon le dispositif juridique nigérien, un juge d'instruction peut se lever et dire « j'ai lu telle affaire dans la presse, je vais enquêter dessus ». Il doit pouvoir le faire. C'est une question, c'est une question de courage. Mais moi, le problème que je vais... Donc nos magistrats manquent de courage. Certains. Oui, parce qu'il y a des magistrats qui ont fait preuve de courage. Quel était leur sort? Où était la société pour les défendre? Nulle part. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Regardez même sur la question des élections, sur la question des certificats de nationalité et autres. Mais il y a des juges qui ont voulu bien qu'il y ait un œil là-dessus. Mais ils ont été mités. Mais quand tu es mité, du ressort même où tu devais faire le travail, mais comment tu vas te saisir d'un dossier? Tu ne peux pas. Maintenant, moi, c'est tout ça là que je veux que les gens mettent dans le même sac et saisir cette opportunité avec le CNSP, les membres du gouvernement et la société dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on prenne la justice comme notre propre cause. Et vous allez voir que les choses vont marcher. Merci. On prend la justice comme notre propre cause. Pourquoi, M. Tamboura, les magistrats ne prennent pas la justice comme leur propre cause? Par exemple, la loi a été claire. Elle a donné aux magistrats son indépendance totale en disant que le juge n'obéit qu'à l'autorité de la loi. Alors, comment expliquer qu'on dise que le pouvoir politique influence la justice au point où le citoyen n'a plus confiance en sa justice? Écoutez, le Niger date depuis 1960. Nous avons vu des générations de magistrats. Donc, le magistrat nigérien était très respecté. Il faisait son boulot de tous les régimes qui ont passé. Mais, à l'arrivée du régime dit de la Renaissance, donc, tout a pété. Tout le monde, les gens sont devenus des corrompus. Et le pillage est passé à giga. Donc c'est pour ça on dit que si nous voulons reconstruire notre pays, donc il faut vraiment que quelque chose soit fait et que cette chose-là, ça soit dans les mémoires. J'ai entendu des gens qui ont dit, qui prennent l'exemple Jerry Rawlings. Mais effectivement, bon, peut-être qu'on ne va pas atteindre cela, mais vous voyez, il est mort paisiblement. Il sortait partir partout parce que tout le monde était d'accord qu'à un moment donné, le Ghana était invivable. Les politiciens, chacun venait pour se servir. Quand il l'a fait, le Ghana a pris la route, il a fait un électrochoc. Donc nous avons atteint ça. Le régime de faim qui continue encore, en tout cas selon nous autres, à se pavaner, donc vraiment à clochardiser tous les corps. Tous les corps ont été clochardisés. Personne n'était debout. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les magistrats, que ce soit les enseignants, tous les corps, les journalistes, ils ont clochardisé tout le monde. Et le Niger était méconnaissable. Le Niger est méconnaissable. Et donc c'est ça qu'il faut réparer. Et c'est pourquoi... Donc la COLDEF devient nécessaire alors, si on ne peut pas avoir confiance à la justice. La COLDEF, pour moi, son boulot, c'est comme les inspections. Là. Ils font les dossiers et je suis d'accord avec la COLDEF si elle va épauler donc les inspections pour faire des dossiers à soumettre à la justice, pas la remplacer. Personne ne peut remplacer la justice.
la justice est régalienne, c'est le dernier rempart d'une affaire. C'est elle qui alors, M. Tambra, que pensez-vous de la réaction du Saman suite aux déclarations du président de la COLDEF? Pour moi, le Saman est un syndicat. Elle a donné ses arguments. Bon, elle a donné 3 arguments, je crois. Et elle a 3 questions. Moi, je trouve que, bon, mais elle défend les intérêts matériels et moraux de ses membres. Donc, moi... Non, elle a plutôt dit qu'elle défend la justice. Oui, mais les intérêts matériels... et non les magistrats, dans la déclaration, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a demandé à ses membres de démissionner de la COLDEF. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une réaction un peu excessive, selon vous? Elle n'est pas excessive. Elle était quand même, on connaît le Saman. Elle a fait chaque fois ce qu'elle pouvait. Ouais. Tous les gouvernants, elle a parlé, mais les gouvernants ne l'ont pas regardé. Ouais. Et je crois dans les réseaux, là, il y a des interventions de Bazoum, d'ailleurs, que j'ai vues. Mais puisque le pouvoir était en train de clochardiser, donc voilà, elle ne pouvait rien, mais quand même, elle a fait son devoir de tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, de bagarre, comme on le croit, parce que, bon, les gens disent, oui, ils sont derrière la COLDEF, le Saman, ceci, où tu étais là. Non. Elle tire la sonnette d'alarme et il faut l'écouter et prendre les décisions idoines. Même les avocats ont intervenu. Les avocats aussi ont intervenu. Mais il faut prendre en compte ce qu'ils ont dit pour essayer d'avoir une justice saine. Mais je répète que la justice doit être assainie. Ouais. La justice doit être assainie. Si tu as un dossier à la justice, tu vas comprendre beaucoup de choses. La justice doit être assainie parce que ces gens-là qui sont venus, ils ont tout bousillé. D'accord, vous l'avez déjà dit, M. Tamboura. Alors, M. Abdrahmane, que vous dit en tout cas cette passe d'armes entre la COLDEF, bon, disons, la réaction du Saman, puisque la COLDEF n'a pas réagi? Oui, bien, moi j'ai même apprécié le fait que la COLDEF n'avait pas réagi, parce que ça a redonné l'effet d'un désaccord entre les deux institutions, alors que ça n'est rien de ça. Mais comme l'a dit mes prédécesseurs, vous savez, les Nigériens, à un moment donné, ont rompu toute confiance avec la justice. Et il y avait bien des raisons pour dire quoi. Parce que on a vu la justice s'auto-saisir de beaucoup de questions qui n'ont souvent pas d'intérêt pour le peuple nigérien ou pour le Niger. Il y a eu des questions où les Nigériens ont pleuré, ils ont demandé à la justice de s'auto-saisir et de vraiment trancher pour qu'au moins on se sente dans un pays de justice. Vous avez le Saman, c'est un syndicat. Quoi qu'on puisse dire, ils ont d'abord, en premier lieu, défendu d'abord les intérêts moraux de leurs membres et aussi peut-être de la justice. Mais la COLDEF aussi, quand dans leur déclaration, ils ont voulu dire qu'ils doivent demander à la justice de les transmettre les dossiers, nous pensons que c'était une réaction à chaud qu'il a eu à faire. Et nous allons dire qu'à notre niveau, que la justice puisse les comprendre et se mettre en tête que tout ce que nous avons comme différent au Niger comme dossier, nous comptons que sur la justice pour que ces dossiers puissent être traités en toute équité, en toute transparence, pour que les Nigériens, parce que vous savez, comme l'a rappelé le tonton... Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir de complémentarité entre la justice et la COLDEF, justement? Parce que la COLDEF a aussi des magistrats. La COLDEF, c'est une commission. C'est la même chose. Ils ont même dit dans leur déclaration que la Hatsia a écrasé les dossiers. Et qu'ils n'ont hérité des biens de la Hatsia, qu'ils sont en train de tout reprendre à zéro. La COLDEF, c'est une commission qui doit faire des investigations. Bien heureusement pour eux, parmi eux, il y a des magistrats. Maintenant, la question que moi je vais poser au Saman, est-ce que leurs membres ont accédé à la demande? Est-ce qu'ils sont retirés de la COLDEF? Ça, c'est une question que je pose à la Saman. Mais je dirais, comme l'a rappelé le tonton, que la justice là doit être assainie. Ça, c'est irréversible. Ouais. Sinon, la rupture là, elle est totale entre la justice et les justiciables. Parce que combien de fois le peuple nigérien, à travers la société civile,
nous avons été devant la justice pour des questions aussi ordinaires que même un profond de la justice pouvait trancher. Le juge vient et dit qu'il se déclare incompétent. Alors qu'on sait que c'est tout à fait de ses ressorts, c'est ordinaire. Il peut juger et trancher, donner un verdict. Ça n'a pas été fait. Donc cette justice-là, nous voulons bien y croire, mais il faudrait qu'eux-mêmes se disent que quand tu acceptes d'être juge, c'est un travail que tu as accepté. Tu connais les charges, tu connais les conséquences, donc tu dois t'assumer. C'est pas parce que tu veux un plan de carrière dans la justice, tu veux évoluer, devenir quelqu'un, qu'on te force à dire quelque chose qui n'est pas vrai, tu acceptes malgré toi, malgré ton serment, et tu dis toujours que tu es magistrat. Pour moi, la personne ne doit pas se considérer comme un magistrat. Parce qu'un magistrat doit être digne, que ça te coûte ton poste, ta vie, tu dois jouer le rôle pour lequel tu es venu dans le corps. Ça, c'est clair et net. Donc la CORDEF, c'est un outil dont nous avons besoin, mais nous avons besoin que la CORDEF et la justice se complètent et font un travail pour que le Nigérien puisse être mis dans son droit et puis qu'on puisse vraiment avancer. D'accord, merci. Je crois que ce qui fait l'unanimité autour de cette table, c'est qu'il faut réformer la justice. Alors, on va faire un dernier tour de table pour prendre les propositions. Comment réformer cette justice, surtout au vu de l'empressement du temps qui passe, parce qu'on est quand même dans une transition qui n'est pas un mandat présidentiel, donc il faut aller rapidement. Alors, pour les grandes réformes, il faut prendre le temps de les faire, de bien les réfléchir et de bien les élaborer, parce que c'est effectivement l'empressement qui peut nous conduire souvent à l'éternel recommencement. Il faut prendre le temps de faire correctement les choses. Par rapport à la justice, vous savez, tout à l'heure, certains disent la justice, beaucoup de dossiers, c'était autosaisi. C'est là où je rappelle, à chaque fois, sur tous ces dossiers-là, c'est les gens qui sont de la chaîne judiciaire, qui sont soumis à l'exécutif, qui se saisissent de ces dossiers. En l'occurrence, le parquet. Ce n'est pas un juge qui se lève comme ça pour sauter saisir d'une question contre un opposant. C'est généralement le parquet. Et sur instruction du ministre de la Justice, qui lui-même certainement prend ses instructions au niveau du chef de l'État. Et nous savons... du Premier ministre. Voilà, nous savons... Non, bon, pour la gestion du PNDS, c'est Issouf qui donnait tout ça là. C'est Issouf qui contrôlait comment liquider, comment détruire les opposants. C'est Issouf. Moi, je ne vais accuser personne. C'est lui. Donc, vous voyez, pour réformer la justice déjà, pour moi, il faut rendre le parquet lui-même indépendant. Parce que vous savez, au sein de la justice, il y a les magistrats debout et les magistrats de siège. Les magistrats de siège, c'est eux qui, sur la base des textes, ils sont indépendants. C'est-à-dire, c'est toi et ton intime conviction. Mais le procureur, il n'est pas indépendant. Lui, c'est un magistrat debout. Lui, au lieu de jouer, parce que souvent on dit le procureur, c'est l'avocat de la société. Mais malheureusement, au Niger, il est devenu l'exécutant des sales boulots de l'exécutif. Et c'est bien dommage parce que c'est une fonction très grave. Prendre quelqu'un, l'envoyer en prison, je pense que c'est assez grave. C'est lourd comme responsabilité. Oui, pour se comporter d'une telle légèreté. Comment rendre le procureur indépendant? C'est les textes. On choisit, on dit on n'en veut plus que le procureur soit soumis. Et là, on a des modèles. On n'a même pas besoin d'inventer. On prend le cas des États-Unis. Le procureur, il est élu. Ils sont élus dans les villes, les districts là. Ils sont élus, je crois, avec les maires des villes. Ils sont élus ensemble. Donc chacun tire sa légitimité du peuple directement. Donc si tu me mets dans un travail qui n'est pas le mien, je te dis, hey, je refuse. Et tu ne peux pas te prévaloir d'une légitimité plus que moi, parce que nous venons tous du choix du peuple directement. Mais quand c'est moi, en tant que chef de l'État, en tant que chef de l'État, oui, c'est quand l'exécutif gère ta carrière, parce qu'il faut aussi se rappeler, nous sommes des humains. Il ne faut jamais oublier ça. On aime bien la perfection, mais elle n'est pas humaine, la perfection. Oh oui, on va avoir des juges intègres, il y en a déjà, qui acceptent de moisir, parce qu'on ne leur donne pas de responsabilités, pour qu'ils aient des avantages et autres, mais qui sont restés dignes et dans leur coin, mais qui n'ont pas malheureusement de plan de carrière. Donc il faut aussi protéger les gens pour les mettre dans des conditions de pouvoir travailler. Et ça, c'est comme il l'a dit, il faut assainir. On n'ira pas jusqu'à demander à ce qu'on fasse comme gérer Rolex pour éliminer des gens, mais qu'on réforme, qu'on donne l'indépendance totale à la justice. C'est-à-dire que même le parquet
doit définitivement être détaché de l'exécutif. Que la justice règle ses affaires en son sein. Et maintenant, si, après ces réformes, c'est les juges eux-mêmes qui se comportent mal, on peut même marcher sur la justice. Hein. C'est notre affaire en tant que peuple. C'est notre cause. Donc on n'acceptera pas que des individus, parce qu'ils sont corrompus, compromettent toute la société dans son choix d'avoir une justice indépendante. Et justice, quand vous prenez la justice, quand vous prenez l'information, quand vous prenez, par exemple, vous êtes des journalistes, vous êtes des agents au service d'un droit. C'est lui d'informer le peuple. Parce que le peuple a droit à l'information. Les juges, les avocats, les huissiers et autres ne sont que des agents de notre cause qu'on appelle justice. Il faut qu'on sache distinguer. Donc quand il y a des problèmes, sachons nous-mêmes avoir le courage pour imposer au juge le plus corrompu la droiture. D'accord, on a compris. Monsieur Tamboura, est-il possible de réformer la justice afin qu'elle réponde aux attentes du justiciable aujourd'hui au Niger? Bon, moi, je ne suis pas allé jusqu'à la réforme. Moi, compte tenu des mots actuels, j'ai fait une analyse un peu historique. J'ai dit que la justice s'est dégradée avec l'arrivée de l'ancien régime. Voilà. Donc, pour moi, il faut un assainissement. Il faut un assainissement. Comment? Mais comment? On a mis la COLDEF, nommé une commission avec des gens. On va regarder tous les dossiers. Depuis 2000, j'ai dit de reprendre la gestion économique, financière, fiscale, tout depuis 2000. On a vu que c'est 2000, mais on prend aussi depuis 2000. On peut avoir des gens qui vont regarder par individu les affaires qui ont passé par lui. Mais là, c'est toujours commission. Oui, mais j'ai bien dit une commission. C'est pas la justice. Oui, mais justement, la commission, on peut te sortir. Mais là, comment, moi, je suis un magistrat, mais on constate que aucune affaire, je ne le règle. Je fais 1 an, je me mets à tourner, jusqu'à je m'en vais. Parce que c'est ça qui est... Voilà, mais si tu n'as pas fait ton boulot, on a vu, tu n'as pas fait ton boulot ici, tu n'as pas fait ton boulot ici, tu n'as pas fait ton boulot ici. Vous parlez, pour être clair, vous parlez d'une commission disciplinaire au sein de la justice. Voilà. Donc, une commission disciplinaire d'assainissement. Parce que c'est assainissement. Et on verra beaucoup de choses. Et on peut assainir un nombre important, parce qu'aujourd'hui, le Niger n'a plus de déficit, n'est-ce pas, de cadres, comme on le croit. Au contraire, d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont des connaissances et qui ne travaillent pas. Comment on va garder des gens qui veulent travailler et qu'on continue à marcher avec des pourris? Non, on arrive à sortir les pourris, on leur dit, voilà, tu es un pourri, mais on t'écarte. Donc M. Tamboura, à bien vous comprendre, tout le problème, selon vous, de la justice se trouve au niveau des magistrats. Mais c'est pas le système en tant que tel qui pose problème. C'est clair. J'ai un camarade qui m'a dit qu'il a fait une statistique. Il avait une affaire à la justice. Il a fait beaucoup d'années. Et chaque fois qu'on dit, voilà, le tribunal se réunit pour juger, il vient, on le regarde, on reporte. Il dit qu'on a reporté plus de 20 fois. Mais pendant les 20 fois là, les magistrats, le tribunal, les magistrats changent. Mais il y a eu 2 magistrats. Donc, qui ont dit non, ils ont jugé et le dossier a avancé. Sur 20 magistrats, il dit qu'il y a 2 qui ont fait leur boulot. Les autres, il me dit qu'ils rient de toi, ils ne veulent pas, c'est un dossier, donc peut-être que le pouvoir politique est dedans, ils ne veulent pas se mouiller. Mais des gens comme ça, il faut les balayer. Il faut les balayer. Donc c'est pour ça que je te disais qu'on peut parler de 10 ou 20% de juges intègres qui font leur boulot et quand tu vas vérifier, vraiment, ils ne sont pas en odeur de sainteté. C'est eux qu'on a fait loin des trucs comme ça, on écarte. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un corps pourri à 100%. Donc, il faut encourager ceux qui ne sont pas pourris pour que les autres voient l'exemple. Donc, moi, je pense que ceux qui sont pourris, qui donnent des, comment dirais-je, des non-lieux, des ceci au hasard, ou bien qui mettent des dossiers et des gens
des voleurs, il faut l'appeler ainsi, ils deviennent élus, ils deviennent... Non, il faut qu'on arrête ça. D'accord. Il faut qu'on arrête ça. Ça, c'est les faits des... Et jusqu'on est arrivé que tout le Niger sait qu'un candidat à la présidence, vraiment, les preuves sont là, il n'est pas nigérien, et que des juges rejettent la plainte. Et non, moi je trouve que c'est la justice là, il faut l'assainir. D'accord. Du sommet jusqu'à la base. C'est très clair, on a compris, M. Tamboura. Alors, M. Abdrahmane, en conclusion, le temps est contre nous, on a même terminé notre temps. Selon vous, que faut-il pour redorer le blason de la justice et donner confiance aux justiciables? Vous savez, c'est un travail qui va prendre énormément de temps, mais moi, je vais proposer qu'on commence d'abord à observer la séparation des pouvoirs. Il faut donner tout le pouvoir à la justice. L'exécutif reste dans son rôle de l'exécutif et que la gestion de l'emploi des carrières ne dépend pas de l'exécutif. Il faut qu'il y ait au sein de la justice qu'on constate que le pouvoir est totalement donné aux juges, qu'eux-mêmes choisissent les magistrats, eux-mêmes fassent les propositions d'affectation. Mais si c'est le pouvoir exécutif qui décide de gérer le plan de carrière d'un magistrat, il ne peut qu'être un magistrat sous ordre. Mais est-ce que dans le cas de votre proposition aussi, on ne risque pas de créer un monstre, c'est-à-dire une justice qui échappe à tout contrôle et qui fait ce qu'elle veut quand même? Dans ce cas, comme l'a rappelé mon prédécesseur, vous savez, dans tout, comment on appelle ça, le peuple est toujours souverain. Le peuple a toujours le dernier mot. Et le peuple a toujours le pouvoir. Et le peuple l'a démontré pendant cette transition-là. Pendant que le Niger était sous menace, sous pression, les gens ont su réellement que le pouvoir est entre les mains du peuple souverain. Si par hasard, les magistrats pensent qu'ils ont tout le pouvoir d'unir à tout celui qu'ils veulent à tout moment, en ce moment, c'est le peuple qui va régler son compte. Et c'est irréversible. Donc nous plaidons pour que véritablement qu'il y ait une justice indépendante, séparée du pouvoir exécutif. Qu'ils soient réellement indépendants. En ce moment, ils n'auront pas d'excuses pour fomenter des faux dossiers, jeter des innocents en prison, faire couvrir certains délinquants et envoyer les innocents en prison. Donc, nous pensons qu'il faut faire un travail scientifique, faire une analyse rétrospective de la justice nigérienne de 60 à aujourd'hui et voir qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas. À mon avis, c'est parce que la justice est rattachée au pouvoir exécutif. Il faut les séparer. En les séparant, il faut qu'on rassure le peuple sur les pouvoirs qui seront attribués réellement à la justice. Et les magistrats aussi doivent rester des magistrats dignes. Parce que moi, je me dis, si je décide de faire ma carrière dans la police, je ferai tout pour ne pas décevoir les missions de la police. Quand tu décides d'être magistrat, tu dois être quelqu'un de courageux, de consciencieux, quelqu'un de juste, d'intègre. C'est pas parce que tu veux avancer dans ton plan de carrière qu'un politicien qui est venu par décret t'appelle, te donne des ordres et toi tu vas aveuglément exécuter. Sachez bien que la justice divine, il y a le tout-puissant de Dieu qui est là, qui te sort et qui va te rendre ton compte demain. Ça, moi je me dis que il n'y a même pas matière à discuter. Chacun doit s'assumer dans ce pays-là. D'accord. Merci. C'est de la même manière où nous demandons avec insistance qu'on met aux arrêts sous Mohamed là pour qu'on soit en paix. On demande aussi à ce que le juge aussi soit intégré. Pour que la justice soit indépendante, on va la laisser décider de cela. Merci Abdrahmane Idé. Nous respectons l'indépendance de la justice et nous n'allons pas lui donner des ordres ici sur le plateau de Contour. On va la laisser décider. Merci M. Abdrahmane Idé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement M62. Je vais apporter un indicatif, ce n'est pas le secrétaire général, je suis le coordinateur communal Niamey de M62. Voilà, merci pour la précision. Donc, coordinateur communal M62 de Niamey. Nous étions également avec M. Tamboura Issoufou, qui est acteur politique et analyste de la situation de notre pays à chaque fois, en tout cas qu'on le sollicite. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et enfin, Nassirou Bodo, juriste, acteur politique. Merci aussi, M. Nassirou. Certainement que le temps n'a pas suffi pour développer tous les arguments, mais c'est toujours comme ça. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous également qui nous suivez de chez vous ou ailleurs. C'est la fin de ce numéro de l'émission Contour de la télévision Labari. On se retrouve prochainement pour un autre sujet à débattre, toujours avec la même passion de vous servir. À très bientôt.